poursuit cette matinée dédiée à l'efficience énergétique. J'ai le plaisir d'appeler Franck Lamas, directeur R&D du groupe IDEC. Vous pouvez l'applaudir. On va faire un focus sur un bâtiment nouvelle génération, une nouvelle plateforme de 9000 m² au cœur du plus grand marché alimentaire du monde, le mine Rungis. Franck Lamas, eh bien, en tant que directeur R&D du groupe IDEC Engineering, vous assurez plusieurs fonctions. Vous pilotez un bureau d'études techniques sur les enjeux énergétiques, un groupe R&D dédié aux solutions de demain, décarbonation avec les énergies renouvelables, performance énergétique avec des enjeux de pilotage notamment. Vous avez aussi en charge toutes les démarches environnementales de certification notamment, sachant qu'IDEC, je le rappelle, joue le rôle de contractant général, c'est-à-dire que c'est l'interlocuteur clé du client lors de son projet d'investissement. Alors Franck, en quoi ce projet de Rungis illustre la vision du groupe IDEC pour la décarbonation des outils industriels? Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je vais vous présenter comment le groupe IDEC et notamment ces deux filiales spécialisées dans l'agroalimentaire, Cessia et IDEC Agro, conçoivent et réalisent des bâtiments qui, pour nous, doivent être plus vertueux, plus performants et notamment décarbonés. Et je vais prendre pour exemple un projet qu'on vient de livrer sur le mine de Rungis, un projet donc pour la Semaris qui est exploité par Odéon et qui a été livré il y a quelques mois. Et sur ce projet, effectivement, on a déployé des solutions pour décarboner aussi bien l'aspect construction que l'aspect énergie. C'est ici, c'est ça, le petit bouton vert. Voilà, exactement. Super. La première chose pour pouvoir... Alors nous sommes constructeurs de bâtiments, donc effectivement, on se doit de maîtriser absolument l'empreinte carbone et de réduire l'empreinte carbone de nos constructions. La première chose, c'est de la maîtriser, de calcul. Donc on réalise l'ensemble des bilans carbone de nos opérations, qui comprend effectivement la partie construction, la partie consommation énergétique. Sur toute la durée de vie d'un bâtiment, les bilans sont faits sur 50 ans. Et pour l'ensemble de nos clients, on va venir leur proposer des solutions de réduction d'empreinte carbone. Vous voyez ici la photo du bâtiment qui a été réalisé. Donc c'est un bâtiment frigorifique, effectivement, d'environ un peu plus de 7000 m² au cœur du mine de Rungis. Sur ce projet, le premier levier, effectivement, il est sur la partie construction. La première solution développée sur le projet, on a réalisé la charpente avec une charpente bois, ce qui nous a permis de réduire de 16% l'empreinte carbone globale du projet. On a travaillé également sur les façades. Et vous pouvez voir, on a utilisé effectivement des matériaux biosourcés, le bois, pour réduire encore de 1,8% l'empreinte carbone du projet. Et puis le dernier axe, c'est le béton. Alors il y a beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup de nouveautés sur le béton. Et effectivement, le béton qui a été mis en place, qui a été coulé maintenant il y a plus de 6 ou 8 mois, on était sur effectivement ce qui se faisait de mieux en termes de réduction d'empreinte carbone. Donc on a un béton qui nous a permis de réduire encore de 4,5% l'empreinte carbone du bâtiment au complet. Ce qui fait que avec 3 solutions déployées, alors qui ne sont pas des solutions que l'on met couramment sur des usines ou des bâtiments agroalimentaires, mais des solutions que l'on peut adapter sur ce type de projet. On a réduit de plus de 22% l'empreinte carbone sur la partie construction du bâtiment. Alors quels autres leviers peuvent être déployés ? Effectivement, on réfléchit à beaucoup d'autres solutions techniques possibles. On a encore un certain nombre de bâtiments qui se construisent avec des charpentes en acier. Et aujourd'hui, on peut utiliser ce qu'on appelle de l'acier vert, donc un acier dont la fabrication et l'énergie qui est utilisée pour sa fabrication est décarbonée, ce qui permet de réduire l'empreinte carbone de cet acier. On utilise, si possible, et suivant les aspects réglementaires des projets, des isolants biosourcés, de la fibre de bois, du chanvre, et on arrive à effectivement réduire l'empreinte carbone également de la partie isolation en utilisant ce type de matériaux.
Et puis, on a des choses alors un peu nouvelles qui sont pas ce qui est le plus déployé aujourd'hui sur nos bâtiments, mais on commence à toucher à ce phénomène d'économie circulaire sur nos projets. Et donc, on commence à travailler. Donc, l'économie circulaire, c'est quoi? C'est vraiment réutiliser des matériaux qui ont déjà été employés. On sait le faire sur du faux plafond, sur du plancher, sur demain des cloisons. Et donc, on commence à toucher à ce type de sujet dans le cadre des constructions neuves. De réutilisation. Focus sur la performance énergétique, Franck. Voilà. Là, on a vu tout ce qui était partie construction. Et le deuxième levier pour décarboner, c'est sur l'aspect énergétique. Avant de parler effectivement des solutions techniques, de photovoltaïque, de tout ce qui permettrait de réduire les consommations, à la base, nous on pense qu'à la conception, il y a un enjeu plus qu'important pour réduire les consommations d'énergie. Et donc, nous sommes concepteurs, on a nos propres architectes, nos propres bureaux d'études, on réalise nos propres simulations énergétiques qui nous permettent de concevoir des bâtiments rien que dans leur forme, dans le positionnement des locaux entre eux, dans leur hauteur, dans leur couleur. On va parler du choix des façades qui nous permettent déjà de réduire la consommation future du bâtiment. Donc voilà, donc ça ce sont des études que l'on fait. Sur le bâtiment de Rungis, on a fait une double enveloppe, ce qu'on appelle un bâtiment boîte dans la boîte, donc des bâtiments froids. Mais alors ça a une empreinte carbone un peu plus parce qu'on double les cloisons. Mais par contre, on a amélioré de manière importante effectivement la performance. Aujourd'hui, on fait en sorte de ne plus construire des bâtiments frigorifiques avec des toitures qui donnent sur l'extérieur, avec des exutoires, avec des choses comme ça. Donc on a vraiment créé une boîte dans la boîte sur ce projet, sur le mine de Rungis. La deuxième chose, c'est le choix des couleurs. Si je reviens, ça revient en arrière, c'est magique. Si je reviens en arrière, c'est sur le choix des couleurs. Donc là, on est sur une façade très foncée. On est sur un bâtiment frigorifique. On est orienté nord. Et la façade sud est toute blanche. Donc il y a un gros travail, il y a un travail également qui est simple, qui est basique sur le choix des couleurs, effectivement, pour améliorer déjà de manière intrinsèque la performance énergétique du bâtiment. Quid des actions sur les systèmes industriels? Premier choix, effectivement, on est sur un bâtiment froid, on fait du 2-4. Donc effectivement, on a choisi des solutions techniques de production frigorifique performantes. Et notamment aujourd'hui, on a tout le débat sur les fluides frigorigènes. Donc là, on est sur des groupes froids avec un fluide. Alors, c'est des noms barbares, mais c'est du 1, 2, 3, 4, Z2. Ça permet de réduire déjà à minima par 100 en fait, les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux fluides qu'on a utilisés depuis une trentaine d'années. On peut encore aller plus loin. On peut utiliser aujourd'hui dans certains bâtiments du CO2, de l'ammoniac, des choses comme ça, mais on est déjà sur des fluides très performants. Donc les choix du fluide frigorigène, il y a une réglementation, mais on sait aussi aller beaucoup plus loin sur ce choix des fluides pour limiter les gaz à effet de serre. Le deuxième chose, bien sûr, énergie renouvelable, photovoltaïque. Je pense que ça a déjà été évoqué sur plusieurs interventions. On a une centrale photovoltaïque sur le toit, 800 kW crête. En autoconsommation, on a la chance d'avoir un bâtiment frigorifique. Quand le bâtiment a besoin de froid, c'est l'été en pleine journée. C'est là où le photovoltaïque est produit le plus. Donc les courbes s'alignent et effectivement, toute l'énergie qui va être produite sur le toit va être directement autoconsommée dans le bâtiment. Et puis un système de pilotage énergétique. Aujourd'hui, tout le monde veut on souhaite tous que nos bâtiments consomment de moins en moins, mais en fait, réellement, ils consomment de plus en plus. Ils consomment de plus en plus parce qu'on a de plus en plus besoin de froid. Réchauffement climatique oblige. On a de plus en plus de process d'automatisation. On a des bornes de véhicules pour les voitures. On a des bornes de véhicules pour les camionnettes, pour les camions. Donc en fait, on a des besoins énergétiques qui augmentent. Et à côté de ça, effectivement, on met des solutions avec du photovoltaïque, de stockage, on en parlera peut-être. Et pour nous, tout ça, il faut absolument que ce soit piloté et beaucoup mieux piloté que ce qu'on a fait pendant des années. Donc on développe des solutions, effectivement, de pilotage énergétique
purement sur la partie énergie pour piloter et gérer toutes ces consommations de bâtiments. Je prends un exemple simple et basique qu'on utilise pour tous nos bâtiments. Aujourd'hui, quand vous arrivez à 8 heures du matin, que vous branchez, et tout le monde arrive à 8 heures du matin, et on branche tous nos véhicules électriques, aujourd'hui, sur nos projets, on va mettre les charges en mode rapide qu'à 8h30 quand le soleil s'est levé et que la production photovoltaïque produit l'énergie. Voilà, c'est des choses simples, mais effectivement, ça permet de réduire les consommations d'énergie. Quelles autres solutions peuvent être déployées ? La géothermie, on croit beaucoup à la géothermie sur les projets qui ont des besoins sur des projets qui ont effectivement des besoins à la fois de chaud et de froid. On a aujourd'hui plus de 4 projets qui sont en géothermie. Alors ça va d'immeubles de bureaux, des usines, de bâtiments industriels, mais on croit beaucoup à la géothermie. C'est une solution intéressante dès lors qu'on a des besoins de chaud et de froid. Et qui est adapté à tous les sols, toutes les régions, où il y a quand même des... Voilà, alors effectivement, il y a des études particulières. Il y a plusieurs types de géothermie déjà. On parle de nappe ou alors de sonde. La sonde, on peut à peu près la faire à peu près partout. Sur nappe, il faut absolument trouver une nappe dans le sol. Il y a des études techniques. Ce sont des sujets effectivement assez complexes à développer, mais ça se développe. C'est quand même une énergie gratuite. On a un sol qui nous amène de la température à 15 degrés toute l'année, et donc ça nous permet effectivement de puiser, soit de chauffer ou soit de rafraîchir nos bâtiments, parfois de manière gratuite. Les investissements sont plus ou moins coûteux suivant effectivement les typologies de sol. La deuxième solution, c'est l'hydrogène. On a encore beaucoup de bâtiments qui ont des besoins réels de gaz, et on a beaucoup de bâtiments avec des chaudières gaz. La chaudière gaz, effectivement, c'est une énergie carbonée. Donc pour la décarboner, on réfléchit et on développe des solutions avec de l'hydrogène, notamment avec des startups sur lesquelles on s'appuie et qui permettent effectivement d'hybrider les chaudières hydrogène, gaz, et d'utiliser moins de gaz et donc de décarboner cette énergie. Dans certains cas, on arrive à sortir complètement du gaz sur nos opérations. C'est pas toujours le cas, et quand on est obligé d'avoir absolument du gaz parce qu'il faut faire de la vapeur ou parce qu'on a de gros besoins, et ben effectivement, on essaye de travailler sur cette solution d'hybridation avec de l'hydrogène. Et de l'hydrogène vert, une filière en cours d'émergence, on va dire. Est-ce que les disponibilités sont là ? Alors aujourd'hui, on a des solutions techniques. Pour l'hydrogène vert, le vert, c'est uniquement la production de cet hydrogène qui est faite par de l'énergie verte, donc photovoltaïque. Donc ça, on sait produire de l'énergie verte. Le déploiement aujourd'hui qui se fait, c'est sur vraiment la production d'hydrogène. Là, l'avantage dans ce type de solution, on vient hybrider les chaudières, c'est qu'on passe pas par des modes de stockage. C'est-à-dire qu'on produit de l'hydrogène qu'on va tout de suite brûler. Donc on n'est pas sur de la pile à hydrogène, on n'est pas sur ces systèmes qui sont beaucoup plus complexes aujourd'hui. Et on abîme les rendements énergétiques de façon successive. Exactement. Et les dernières solutions, c'est, on en parlait tout à l'heure, entre la production d'énergie, entre les consommations, entre les contrats aussi énergétiques, où on va vous demander demain de vous effacer des réseaux, ou alors vous aurez de l'énergie gratuite en pleine journée et puis très cher le soir. Eh bien, nous, on pense que les solutions de stockage d'énergie, c'est des solutions d'avenir. C'est pas ce qui est plus développé encore aujourd'hui, mais il y a des solutions. Il y a déjà des solutions viables qui existent à partir de batteries, et on est capable effectivement d'accompagner nos clients et de mettre en œuvre des solutions de stockage d'énergie, notamment couplées à du photovoltaïque. En conclusion, Franck, ce qu'on retient à travers votre présentation, c'est qu'au fond, il faut être en capacité de mener une approche globale à 360. C'est exactement ça. C'est pour ça que nous, on a fait le souhait d'intégrer effectivement nos compétences, d'avoir des bureaux d'études, de faire nos propres bilans carbone, de faire nos propres simulations énergétiques pour pouvoir étudier toutes ces solutions. On travaille aussi beaucoup dans l'innovation avec des startups, et effectivement l'objectif, c'est d'essayer de maîtriser au mieux, parce qu'il n'y a pas une solution idéale pour tous les projets. Chaque projet doit être étudié de manière spécifique. Il y a des solutions où on pourra aller peut-être essayer de mettre de l'hydrogène. Le photovoltaïque, il n'est pas forcément le plus intéressant sur tous les projets. Et il y a
il y a 4, 5, 10 solutions de développement de solutions photovoltaïques. Là, on a parlé d'autoconsommation sur les mines de Rungis, mais on a beaucoup d'autres solutions. Donc effectivement, le fait de maîtriser tout ça, le fait de développer de la R&D, de faire de la recherche sur ces sujets-là, ça nous permet, nous, sur chaque projet, de pouvoir étudier, accompagner nos clients pour trouver la meilleure solution technique pour à la fois décarboner leur construction et décarboner les énergies qui sont autour. Merci Franck, on peut l'applaudir pour cette intervention, ce témoignage sur le projet effectivement mené à Rungis, mais aussi les solutions qui peuvent être déployées à l'échelle du groupe. Y a-t-il des questions, demandes de précision ? On a un micro qui peut circuler dans la salle. Si pas de questions, c'est moi qui la pose. Votre cœur de métier, évidemment, même si on a vu que votre approche était globale, c'est la construction, en tout cas c'est le point de départ. Sur les matériaux de construction, quelques mots supplémentaires. On a parlé d'acier vert, on a parlé de béton bas carbone. Qu'est-ce que ça signifie concrètement et quelles sont les évolutions dans les méthodes de production de ces matériaux qui permettent justement de les décarboner ? On est en pleine révolution. Depuis 3-4 ans, alors tout est bas carbone maintenant, tous les matériaux qui nous arrivent sont bas carbone. À nous de faire de la recherche pour voir, quand on dit bas carbone, jusqu'où on va, parce qu'on arrive avec énormément de fournisseurs qui nous arrivent, tout est bas carbone. Mais est-ce que c'est rendu objectif ? Donc voilà, donc à nous de faire, à nous d'étudier, à nous de regarder, à nous de comparer. Il y a aussi des matériaux que l'on peut mettre en œuvre, que l'on ne peut pas mettre en œuvre. Ce qui est sûr, c'est que à la fois la réglementation sur les bâtiments agroalimentaires, il y a la partie bureau est normalement ciblée par la RE 2020 qui oblige de calculer l'empreinte carbone. Ce calcul carbone va être obligé dans les prochaines réglementations et demain on aura des obligations pour réduire l'empreinte carbone de nos bâtiments. Donc on est obligé de toute façon d'avancer dans la réduction de l'empreinte carbone. 70 à 80% de l'empreinte carbone d'un bâtiment, c'est quand même son dallage, sa structure, sa toiture, sachant qu'aujourd'hui les lots process ou techniques sont un peu mis de côté. Donc il y a de grosses évolutions sur ces sujets-là qui vont continuer et on a de fortes réductions d'empreinte carbone sur nos constructions. Après, on parle aussi beaucoup de neutralité carbone. On ne fera pas un bâtiment neutre en carbone. Dès qu'on va couler 1 mètre cube de béton ou qu'on va mettre un poteau, on aura une empreinte carbone. Donc, mais aujourd'hui, nos objectifs, c'est de réduire. Et on voit qu'on arrive déjà assez rapidement à réduire de plus de 20 à 25% l'empreinte carbone. Et tout ça, ça va s'accélérer. Et dans les 5 à 10 années, effectivement, on aura des bâtiments qui auront des empreintes carbone divisées par 2 par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui. Et on travaille sur tous les matériaux, ça va de la moquette au béton, au chemin de câble, au luminaire et au groupe froid. Alors, autre question, vous avez évoqué la réutilisation de certains équipements ou matériaux, y compris dans l'agroalimentaire, ça pourrait être envisagé, sachant qu'évidemment on a des contraintes sanitaires, des exigences en termes d'hygiène qui font que réutiliser le panneau sandwich d'un collègue, je me pose la question, est-ce que c'est possible ? Alors, on pense que ce sera possible. Pour l'instant, c'est encore très compliqué. C'est encore très compliqué parce que les filières ne sont pas là. C'est-à-dire qu'effectivement, des panneaux, démonter un panneau un panneau sandwich pour les réutiliser. À un moment, il faut que ça passe par un test. Est-ce qu'il est toujours aussi performant ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème ? Est-ce qu'on peut le réutiliser ? Et ces filières de tests, de vérification, aujourd'hui, on ne les a pas. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, elle est assurantielle parce que les assurances ne nous suivent pas forcément surtout, et de venir réutiliser demain un poteau de charpente démonté pour le remettre sur un autre bâtiment, les assurances sont pas encore derrière nous pour le faire. Mais ça va venir, ça va se développer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ces matériaux sur le second œuvre, ce que je disais tout à l'heure, mais on va venir demain sur effectivement des choses de plus en plus importantes et de plus en plus impactantes. Le deuxième chose, c'est demain pour construire, il va falloir déconstruire. Donc on va aussi avoir de plus en plus de matériaux de déconstruction à utiliser. Et donc cette filière-là, forcément, va se développer pour qu'on puisse les réutiliser. Il y a quelque chose à construire là. Merci Franck pour ces précisions. Vous pouvez l'applaudir. En effet,